Si un pays a un gouvernement de femmes, bien évidemment, il ne pourra jamais progresser. Le Cameroun est ce pays qui s'endette. Alors qu'au temps d'Adidjo, le Cameroun avait zéro dette. Le Cameroun s'endette pour des projets qui ne sont jamais réalisés. On envoie le Paul Montazé au front. Oui, il va au front. Le ministre des Finances du Cameroun va au front. Puisque c'est le fils du Féman Paul Biya, dont lui-même il est Féman. Et c'est ainsi qu'on ne fait que s'endetter, s'endetter, s'endetter. Aujourd'hui, le Cameroun fait partie des pays certainement les plus endettés. Je vais vous servir quelques statistiques que j'ai eues, qui viennent d'être publiées. Pour vous dire que Paul Biya vous parle de l'émergence. Le Cameroun n'est même pas à côté de l'émergence. Le Cameroun n'est même pas à côté de l'émergence. Parce que le Cameroun fait partie des pays qui se sont endettés pour ne rien réaliser. Voici le hit parade des 10 pays les plus endettés selon le classement FMI 2025 sorti au mois de mars. Vous allez voir que dans ce classement, je parle des pays africains, les pays que vous allez entendre ont déjà un certain développement. Donc utilisent cet argent pour se développer, peuvent rembourser. Mais vous serez surpris que le Cameroun en fasse partie. Alors que lui ne rembourse rien. Enfin, lui rembourse parce que c'est vous qui remboursez. Mais ne réalise rien. Voici ces statistiques. L'Égypte s'est endettée selon le FMI à hauteur de 8 000 milliards 951 millions 242 517 dollars. Donc, ça c'est en millions de dollars, en milliards de dollars. Donc, c'est 8 milliards 900 machin. Ça, c'est en dollars. Et tout le monde sait que en arrivant en Égypte, on a toutes les commodités. On crée même des villes dans le désert. Le Kenya, voilà un autre pays un peu boiteux, s'est endetté à 3 000. 22, 02, 900 milliards. Donc 3 milliards, 22 millions et machin, tout ça. En troisième position, l'Angola s'est endetté pour 2869 508 338 milliards de dollars. Donc 2 milliards et poussière. 800 millions. La Côte d'Ivoire, je parle de milliards de dollars, hein. Ce n'est pas franc CFA. Hein. La Côte d'Ivoire s'est endettée pour 2000 milliards, donc 2682, 628 440 milliards. Donc 2 milliards 682 millions. Le Ghana, 2000 milliards. 2000 milliards. Alors, le Ghana, c'est 2491 en 5e position. 114 000. J'ai bien dit, nous sommes là en milliards de dollars pour les pays africains. Quand vous arrivez au Ghana, rien à voir
avec ceci et cela. Et d'ailleurs, vous avez vu les infrastructures de la Côte d'Ivoire. Vous avez aussi vu, certainement, comment est-ce que l'Angola, qui était en peine, a eu à rebondir. La RDC, en 6e position, s'est endettée pour 789 100 000 dollars. 100 millions, voilà, 100 000. Donc, nous sommes là à Éthiopie. Il y a bien évidemment l'huile à miel aussi. 452, 500 milliards de dollars. Et là, nous avons le Cameroun. Le Cameroun, 1000. Hein? Nous sommes à 1000 milliards. Hein? 182 millions 660 000 dollars. C'est-à-dire que nous sommes endettés plus que le Sénégal. Plus que les autres pays que vous voyez là. Voilà. L'Algérie, les machins. On est endettés plus que tous. Le Sénégal d'ailleurs est à 1000 milliards. 57 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? Est-ce que Biya, quand il va laisser cette ardoise au peuple camerounais, est-ce qu'il va montrer ce qu'on a réalisé? Quand vous regardez les pays émergents, voici le classement. Les pays émergents, tels que c'est classé. Vous avez le Maroc, qui est en première position, 0,663. 2, Égypte, 0,659. 3, Afrique du Sud, 0,615. 4, Île Maurice, 0,600. Voilà les pays émergents. Paul Biya vous parle de l'émergence, hein? Mais le Cameroun n'est pas reconnu dedans. Maintenant, il y a les pays qu'on appelle pré-émergents. Ça, c'est les statistiques de la Banque mondiale où Paul Biya va chercher de l'argent et du FMI. Les pays pré-émergents sont le Gabon, hein, 0,595. 2, la Tunisie, 0,567. 3, le Botswana, 0,553. 4, la Guinée équatoriale, 0,525. Le Cameroun n'est pas là. Le Cameroun n'est pas là et on vous ment. On vous ment, oh, il y aura la croissance, on va faire ceci. Maintenant, les minéraux ont fait ceci. On a découvert le fer de Mbalak, on a fait ceci et cela. Oh, l'or, oh, le diamant, oh, le pétrole. Voilà ça. Maintenant, je descends encore dans les profondeurs, plus bas, c'est-à-dire que presque le dernier niveau. On parle là maintenant du classement des pays potentiellement émergents. Potentiellement émergents. Et là, vous allez voir qu'en première position, c'est-à-dire que là maintenant, on est en 3e division. Hein. Ça, c'est la 3e division. Vous retrouvez le Sénégal, 0,498.
Vous avez même l'Algérie, 0,485. Le Congo? Ah! Le Congo? Après, les gens vont dire, oh non, laissez-nous un machin. C'est là où vous partez chercher de l'argent. Hein. Le Congo est devant le Cameroun et déjà 0,477. Même la Côte d'Ivoire est devant le Cameroun. La Côte d'Ivoire qui est endettée, hein, qui a connu une guerre. Hein, 0,467. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire, dans les statistiques de 2025, parce que ça c'est 2024, dans les statistiques de 2025, selon les projections, la Côte d'Ivoire va se retrouver dans la liste des pays qu'on appelle émergents. Pour l'instant, nous sommes sur potentiellement. Le Congo RDC est en cinquième, 0,454. Donc, regardez, je ne vais pas vous citer tous les autres pays. Vous pouvez voir que le Cap-Vert est devant le Cameroun, l'Ouganda est devant le Cameroun, la Namibie est devant le Cameroun, la Tanzanie est devant le Cameroun, l'Éthiopie est devant le Cameroun, la Zambie est devant le Cameroun, même la Guinée est déjà devant le Cameroun, 0,426. La Mauritanie est devant le Cameroun. Madagascar est devant le Cameroun. Le Togo est devant le Cameroun. Donc le Cameroun est dernier des derniers. Et on ne fait que s'endetter. Il faut demander le bilan. Paul Biya, qu'on ne nous dise pas que tu es expérimenté. Qu'as-tu laissé, que vas-tu laisser pour la postérité? Qu'as-tu fait avec l'argent que tu es parti prendre à gauche et à droite? C'est ça la principale préoccupation que nous devons avoir. Parce que quand vous regardez, aujourd'hui, l'État du Cameroun, vous allez vous rendre compte que non seulement nous sommes presque en chute libre, mais qu'aujourd'hui, surtout, le Cameroun n'est premier que quand il s'agit peut-être de la corruption. Je vais vous donner donc une autre statistique. D'autres statistiques. Les 10 pays africains aux policiers les plus corrompus. Ça, c'est le classement selon le rapport Afro-Baromètre. Et selon la sensibilité de l'opinion des populations même. Vous avez le Libéria à 26%, l'Ouganda à 33%, le Congo-Brazza à 34%, le Nigeria à 35%, Sierra Leone à 39%, la Guinée à 41%, au Cameroun à 42%, Burkina 45%, Kenya 46%,
et Mozambique 52%. Voilà donc le travail de Paul Biya. Voilà le travail de Paul Biya. Maître Kelemuna, comme je le disais tantôt, avait, à travers Transparency International, initié justement un programme où on croyait que le Cameroun allait s'en sortir. Mais regardez aujourd'hui les multiples scandales. On vous parle de Glencore, on a pris le pétrole du Cameroun comme ça, on ne sait même pas là où il est parti. On va voler le pétrole dans les régions anglophones. On déclenche la guerre là-bas. Et les mêmes gens qui sont partis déclencher la guerre chez les anglophones, ce sont ces mêmes gens qui disent que chacun doit rentrer chez lui. Et ils sont en train de piller dans les régions anglophones. Ils envoient les jeunes aller mourir dans les régions anglophones. Ils organisent des élections dans des régions de guerre. 20% de la population du Cameroun est en guerre. Mais Paul Biya organise une élection. Comment cette élection peut être crédible? Ce qui signifie que les candidats anglophones sont défavorisés. Ils préfèrent maintenir cette partie du Cameroun dans la guerre pour éviter qu'un anglophone puisse émerger. Or, lorsqu'on essaie de regarder la guerre aujourd'hui, c'est aussi comme l'apartheid. On ne peut pas avoir un pays où vous dites que il y a les anglophones et il y a les francophones. Vous prenez toujours un premier ministre qui est anglophone, qui n'a rien à dire, qui n'a rien à faire. C'est un guignol. Il n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire que le chef du gouvernement dans l'origine Biya ne sert à rien. C'est Albert Zongan qui disait que le premier ministre est le premier des ministres à venir avec les papiers à la réunion et s'assoit là. Personne ne s'occupe de lui. Il n'a même pas d'argent, il n'a même pas de budget. Donc c'est en fait le dernier des ministres. Or, le Cameroun, lorsque nous avons célébré la réunification, eh bien, il y avait espoir qu'au moins les anglophones auront aussi leur part du gâteau. Aujourd'hui, même pour une élection, il faudrait revoir cela. La position des anglophones, pour qu'ils reviennent sur la table. Il faudrait aussi non seulement partager le gâteau, mais aussi savoir qu'il n'existe dans aucun pays, c'est comme dans l'apartheid, où on disait que seuls les Blancs doivent devenir présidents, doivent diriger. Un anglophone peut aussi diriger. Ou tout au moins, il peut être parmi les personnalités qui valent quelque chose pour l'instant. Même à l'Assemblée, où on voyait un anglophone, tel le père de Akelemuna. On n'en voit plus. Akelemuna, justement, un homme qui peut aussi être blanc, de par ses prises de position, sa probité morale. Est-ce aussi celui-là qui a vu Biya de trop près? Parce que son père était le plus proche collaborateur de Biya. En 2018, Akelemuna était candidat à l'élection présidentielle. Puis, il a jeté l'éponge en essayant de rejoindre le camp de Maurice Kamto. En 2025, Akelemuna est encore candidat à l'élection présidentielle. Bien évidemment, j'ai reçu
des récriminations et des reproches des autres candidats, c'est-à-dire ceux des régions anglophones qui m'ont dit que je faisais comme Biya, je ne mettais en haut que les francophones. Je ne présente aucun candidat, aucune possibilité d'un anglophone. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est Biya qui nous a entraînés dans cette histoire-là. De telle sorte qu'on a même parfois oublié. Et d'ailleurs, regardez quand l'élection a même lieu. Quel est le candidat? Est-ce que même Akeremouna ou même Joshua aussi peuvent aller dans des régions anglophones solliciter des suffrages? Puisque là-bas, il y a les Ambazoniens. On risque plutôt de les enlever. La preuve, c'est que ni John Fundi lui-même a fini par être absorbé, phagocyté par le régime Biya. Lui-même a été enlevé dans ces zones-là. Donc, quand vous n'avez pas déjà ce que vous appelez, ce que Paul Biya lui-même appelle avec le RDPC le socle granitique, ça devient très difficile de pouvoir gagner une élection présidentielle. Néanmoins, parce que nous sommes des démocrates et parce que ce sont toujours nos frères et que nous ne pouvons refuser l'ambition à qui que ce soit de nous présenter son projet, Maître Akeremouna va donc vous parler, lui aussi, présenter son projet. Mais surtout, dans le passage qu'il a fait dans une télévision de Yaoundé, il a révélé quelque chose qui est primordial et qui vient encore de nous prouver que Maurice Kamto avait raison. C'est-à-dire l'élection de 2018, avant même d'aller voter, le régime avait déjà fabriqué des résultats. Et résultat, quand Akeremouna se retire au profit de Maurice Kamto, il demande qu'on retire ces bulletins des bureaux de vote. Le régime n'a pas voulu le faire. Et pourquoi? Akeremouna va nous expliquer ça. Mesdames et messieurs, les élections façon régime Biya, écoutez, les résultats, le pourcentage de chaque candidat était déjà connu. Même le mien, je savais exactement déjà. La preuve est que même dans les préfabriqués, on connaît le pourcentage des autres. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu enlever. Quand je dis, ben écoute, je suis plus candidat, enlever mes bulletins, même si je le dis 2 heures après, mes bulletins ne doivent pas être dans le bureau de vote. Ils disent non, 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 il faut qu'on laisse ça, parce que si je ne suis pas candidat, ça allait complètement fausser le jeu qui était déjà préparé. C'est autre chose. Et troisième chose, la machine qui avait été mise en place, quand je déclarais ma candidature, ce n'était pas évident que le président Biya allait se présenter. Ce n'était pas clair. Ce que nous vivons maintenant est quand même quelque chose d'inédit. C'est la première fois qu'un an avant, on a cette agitation du fait qu'il faut que le président se représente. Mais avant, c'était une surprise qu'on avait, peut-être des fois même 2-3 jours avant qu'on ne faisait les candidatures. Ce qui me fait amène à croire que il y a peut-être une autre surprise derrière. Est-ce que cette histoire de candidat du président n'est pas un truc à trompe-l'œil? Donc, et pour répondre à votre question, cette fois-ci, j'irai jusqu'au bout. Non seulement parce que j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'à étudier. Une dernière question. À 7 ans, vous êtes mis derrière François Kamto à la dernière élection, c'est ça? Est-ce que aujourd'hui vous avez entamé une discussion avec lui? Sa candidature semble problématique. Il n'y a pas encore officiellement un candidat, un parti qu'il a investi. Est-ce que vous l'avez approché pour savoir si lui ne pouvait pas vous rendre l'ascenseur? Et pour finir, ce n'est pas une question, c'est un renseignement. Je vous ai suivi avec Armand Ocon dans l'émission À vous l'antenne. Vous avez ouvert une fenêtre qui a été rapidement fermée. Vous avez connu le président Biya parce que vous êtes l'enfant d'un héros national. Quoi qu'on dise. Quel est le président Biya que vous avez connu? Je ne parle pas du chef d'État. Quel est le Biya que vous avez connu? Parlez-moi un peu de lui. Votre question m'amène à faire peut-être une révélation. J'ai eu un débat
Écoutez parce bien. qu'il y avait un rendez-vous pour rencontrer le président Biya. Il était le président de l'Assemblée et ça trônait. Je dis, mais c'est pas possible. Vous le voyez dans les 6 heures de coup de fil, il venait à la maison, ou bien vous demandez l'autre jour un landéré, et c'est comme ça on gérait personne à personne. Mais comment ça se fait? Je dis non, vraiment, il est différent, peut-être on ne le voit pas, peut-être il n'est pas travailleur, je ne sais pas, et mon père me dit mon fils. Est-ce que vous pensez que je pouvais mettre tant de temps, tant d'années avec quelqu'un qui est feignant? Je dis non, papa, il dit mais voilà. Alors, je dis mais c'est quoi donc le problème? Pourquoi on ne sent pas cette empathie, on ne sent pas cette relation entre lui et les autres, qu'on ne sent pas? Et voilà la réponse de mon père. Je pense qu'il faudrait que les Camerounais l'entendent. Il m'a dit, vous savez, vous êtes bâtonnier. J'ai dit, oui, papa, et puis voilà. Vous avez été élu bâtonnier, vous avez été élu dans les associations, vous avez été élu dans beaucoup de groupements. Et le président Pierre, quand il est devenu président, n'avait jamais été élu à quoi que ce soit. Pas comme dans une association, même pas comme chef de classe, mais nulle part. Parce que l'élection vous commande de solliciter. Il n'a même pas été élu comme chef de classe. De vos pairs. Donc vous avez un autre parcours. Vous voyez que ceux qui étaient avant, c'était les syndicalistes, c'était les maîtres d'école. Et vous regardez le parcours d'Aïd, vous regardez tous ces gens-là. Regardez Assalé, regardez les Bétalinés, tous ces gens-là qui étaient avant, ils avaient un parcours qui était souvent plus ou moins en tribun. Ça vous obligeait à partir. Moi, quand je fais campagne pour le barreau, et je vous dis, même un avocat qui a 2 semaines, je dois aller chez lui parler. Et c'est ça qui vous donne une autre formation, qui vous amène à aller vers les gens. Il pense que c'est cela, à son avis, qui fait la différence et qui bloque. Mais je pense que le président Biya tente de faire un effort, mais en 1984, après le coup d'État, était comment bloqué par toujours cet écran de personnes qui pensent connaître ce qui va arriver. Et je pense qu'on est en face d'un homme vraiment épuisé. Et ceux qui le disent aujourd'hui, qui le réclament, ne doivent pas l'aimer, doivent plutôt s'aimer. Et je continue à vous dire que quand j'étais à TI, Transparency International, quand j'étais vice-président là-bas, on avait fait une étude et on a démontré que plus un régime est corrompu, plus c'est difficile qu'il parte du pouvoir. Plus un régime est corrompu, plus c'est difficile qu'il parte du pouvoir. Ah oui, mais ça veut dire. Mais je pense que les gens sont trop pressés. Les démarches commencent dès qu'on convoque le code électoral. C'est tard, non? Pas du tout. Avant. Vous allez vraiment, comment vous allez démarcher avec des personnes qui ne sont même pas candidats? D'accord. Café François Piccolo, le bâtonnier est à vous. Vous avez 3 minutes avec lui. Moi, je ne veux pas faire ce que tous les journalistes font. Je fais des témoignages de vie. François Piccolo, tu en as pour 2 minutes. À l'âge de 11 ans, dans la maison de Salomon Tandemouda, qui m'avait dit en son temps qu'on apprend à être leader. Il a fait de moi bon scout. Ah oui, c'est vrai. Et quand il partait, j'étais déjà le responsable provincial du scoutisme à Sambaliman. Au moment où je vous parle, un général et 9 colonels, 32 commissaires de police divisionnaires se réclament que je leur ai mis dans la tête qu'ils peuvent servir la nation à travers les armes. La deuxième chose, c'est que j'ai eu l'insigne honneur de partager l'avion d'Ethiopian Airlines. On allait à Addis Abeba. Comme tous les journalistes camerounais dans la pauvreté conceptuelle et structurelle, j'étais au fond. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis revenu vers le haut. Et j'ai vu quelqu'un m'arrêter la main comme ça. Je regarde, je vois un bâtonnier. Quelqu'un m'a dit, et puis l'hôtel vient dire, vous parlez l'anglais, je ne comprends pas. C'est lui qui me dit, non, il dit que vous n'êtes pas votre place d'avion, on va faire des secousses à sécurité à côté. La photo a fait le buzz dans le monde entier. On allait à un sommet pour parler de la corruption dans le monde entier. Et quand on arrive au rôle à Addis Abeba, ça s'appelle Moutoul Mandela. Il voulait se détacher de moi, je lui dis non. Tu ne peux pas. Il y a des caméras qui a suivi là. Si moi je ne reste pas à côté. Et c'est comme ça que certains chefs d'État et tout, la majorité des chefs d'État que j'ai connus, parce que je suis entré dans les lieux où ils croyaient que j'étais
Et lui aussi n'a pas fait comme dans la Bible où une femme a Laisse-moi les pieds comme ça là. Donc c'était important. Et quand on est revenu, j'ai fait des témoignages en radio et en télévision en leur disant parfois il faut voir les gens au-delà de la politique. Parce qu'un type qui a été transparent, c'est au-delà. Parfois on croit qu'il est distant, il n'est pas à côté, tout ça là. Il faut voir les gens tels qu'ils sont. Des acquisitions de savoir savant, c'est bon. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, jouer sur la terre battue est différent que jouer sur le gazon synthétique. On a donc à côté de nous quelqu'un qui recèle en lui l'histoire du Cameroun, qui recèle en lui la solution refusée mais recherchée par l'ensemble des Camerounais dans ce qui s'appelle Cameroun bilinguisme, c'est ça qu'ils appellent, je ne sais pas comment ils appellent ça là. Non, ils parlent de discussion bilingue et d'études culturelles. Tout à fait. On a donc à côté de nous quelqu'un qui recèle en lui tout ce que nous cherchons depuis, mais que nous refutons sur les plateaux de télévision. On a quelqu'un qui a vécu dans la cour, qui est entré de temps en temps dans la chambre. On a quelqu'un qui décide de donner le restant de sa vie pour construire ce qu'il a construit ailleurs, parce que les autres rêvent au départ, lui ne rêve plus. Il vous dit, j'ai parcouru le monde, je connais le monde, je suis dans la maison. Est-ce qu'il est possible que vous sachiez que ce qu'on a refusé en 2018, je l'ai fait avec Maurice Kamto, vous avez vu la difficulté qu'il avait à répondre à la question du journaliste. Je crois qu'il faut plutôt aller poser la question aux autres. Vous avez dit qu'il y a la difficulté pour se mettre ensemble. Il vient de se rendre à l'évidence que M. Paul Biya sera candidat, dont les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que maintenant, ce qu'il a fait aux autres, on peut lui faire? Et vous ne m'empêcherez pas de dire qu'il y a un faiseur de roi dans la salle. Mon grand frère le professeur. Parce que vous aussi, vous avez l'art de toujours mettre en débat ce qui, sans vouloir monter sur l'arbre, vous disent que quand vous allez tomber, vous allez me trouver comme rampe de lancement. Le Cameroun vient de recommencer à vivre. Il appartient à chacun d'entre vous, professeur. Quand il dit professeur de politique et de tout, vraiment, nous faisons la même chose qu'on a fait dans l'avion, parce que je ne sais jamais. Je vous dis, quand vous serez en haut là-bas, vous avez la difficulté à savoir ce qu'il faut me donner. J'ai appris beaucoup de choses sur la lutte contre la corruption. Comme vous serez en haut là-bas, vous avez besoin de lieutenant pour continuer votre travail. Je vais faire comme un ministre qui avait dit, même ambassadeur à RCH. Je suis vraiment ému, très ému, et c'est tout ce que je peux dire. Très bien. Alors, on aura le professeur tout à l'heure. Et avant que vous n'interrogez, j'imagine que la question de la santé vous préoccupe. Le bâtonnier Akelemona a partagé avec les Camerounais ce qu'il appelle les 4 leviers de la gouvernance. C'est précis, c'est concis, c'est digeste. Je propose qu'on regarde ça tout de suite, ça dure 2 minutes. Et puis, ce sera place au docteur Adézé, le candidat Akelemona, les 4 leviers de la gouvernance. Mes chers compatriotes, les 8 piliers que je viens d'énoncer de manière sommaire forment l'ossature d'un programme de transition dans les pratiques de gouvernance et de passage de témoins à une nouvelle génération de dirigeants qui comprendra 4 leviers. 1. L'intégrité, la transparence, la redevabilité dans la gestion des affaires publiques. 2. L'inclusivité afin qu'aucun Camerounais ne soit laissé de côté. 3. Des réformes institutionnelles pour soutenir la transformation structurelle de nos mécanismes de gouvernance et de notre économie. 4. L'innovation de la transformation digitale. Mes chers compatriotes, nous envisageons un Cameroun où la justice est accessible à tous. Nous réformerons notre système judiciaire pour garantir que la justice ne soit pas un privilège pour quelques-uns, mais un droit pour tous. Nous renforcerons le pouvoir judiciaire et lutterons contre la corruption à tous les niveaux. Nous devons donner du pouvoir à nos juges et magistrats, les protéger contre la manipulation politique et le chantage professionnel, et faire de l'intégrité
et la probité les piliers de leur carrière. Ces réformes doivent nécessairement renforcer et protéger le caractère dualiste de notre système judiciaire. L'unité dans la diversité est cruciale. Notre force réside dans notre diversité. Et nous promouvrons l'unité nationale en embrassant nos différences culturelles, en favorisant le dialogue entre toutes les régions et communautés, en œuvrant à la réconciliation et à la guérison dans les zones touchées par les conflits. Très bien, vous avez compris que j'ai été rejoint par un co-modérateur, par l'homme politique Aristide Onemesti, le candidat Akerimona Kosovo. Merci, Maître Akerimona, ancien bâtonnier qui a roulé sa bosse. Et comme je l'ai dit, contrairement au régime Biya, qui, à la CRTV, confisque rien que parce qu'on doit parler du RDPC, nous, pendant cette élection, même à nos pires ennemis ou adversaires, nous passerons la parole. C'est aussi ça la démocratie. Nous ne ferons pas comme les médias d'État. Nous ne ferons pas comme Cameroun Tribune. Et ce sera au peuple de choisir. C'est vrai également que pendant cette élection, on discute beaucoup des âges. Lorsqu'on parle de Maurice Kamto, oh, il est déjà vieux, oh, Akerimona, oh, il est déjà vieux. Mais les mêmes qui vous disent qu'ils sont vieux, c'est eux qui votent Paul Biya, qui peut être leur père. Une élection présidentielle, ce n'est donc pas d'abord ce qu'on est en train de vouloir nous montrer, c'est un programme. Le RDPC a-t-il un programme? Paul Biya a-t-il déjà déroulé un programme? On en doute. Mais cependant aussi, une élection présidentielle, ce n'est pas tout le monde qui va devenir président. On peut être partant, mais chemin faisant, on s'unit et on se met derrière celui qui peut avoir plus de chances pour remporter l'épreuve. Ça peut aussi être comme une course de relais. C'est pour cela que il faudrait toujours se dire une seule main ne monte pas à l'arbre et qu'une seule abeille ne peut pas constituer une ruche ou faire du miel. On a donc besoin de beaucoup de forces. Les forces du changement. Les forces ayant une certaine probité et ayant le sens de la responsabilité, capables de se sacrifier. Parce que ce régime ne va rien lâcher. Bien évidemment, on constate aussi que ce régime qui ne veut rien lâcher a déjà commencé à faire des cloche-pieds au MRC avec Maurice Kamto, dont on dit qu'il n'a pas des élus parce qu'il n'a pas participé à la dernière élection présidentielle. Et pourtant, à la dernière élection, aux dernières législatives et municipales. Et pourtant, Akerimona qui vient de parler n'avait pas de parti politique. Il avait plutôt un mouvement qu'on appelle NAR. Et sa candidature a été validée par l'ECAM. Comment est-ce qu'on peut donc maintenant dire que la candidature de Maurice Kamto ne serait pas validée? Bien évidemment, cette fois-ci, Akerimona sera porté par Univers d'Nkumwanda. Il faut se rappeler que Univers est le parti qui avait porté la candidature de Cabral Libby. Lui aussi, il n'avait pas de député. Il n'avait pas de maire. Mais c'est Univers de Nkumwanda qui avait eu à porter sa candidature. Et d'ailleurs, pour tout simplement dire qu'on a des députés, est-ce qu'on est sûr que sa candidature sera validée? Le même Nkumwanda qui peut donc aujourd'hui
même si on peut se moquer de lui, d'avoir un parti qui ressemble comme une maison à louer, mais tout au moins, on pourrait aussi le féliciter de laisser les autres qui ont beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de potentialité peut-être, de pouvoir tenter leur chance. On ne peut donc pas se moquer de Nkumbondo. Tout comme on ne va pas se moquer de Nietzsche, on ne va pas se moquer des autres partis qui auront envie de se joindre à Maurice Kamto au MRC. C'est juste ce que l'on appelle des hommes qui savent travailler pour l'intérêt commun et non pour l'intérêt personnel. Parlons justement de ces partis qui sont parfois utilisés comme des maisons de location. Il y a le PCRN de Cabral Libby. Cabral Libby a été présenté par l'Univers, mais cette fois-ci, on le voit peiner avec le PCRN, où pourtant il dispose des députés, des maires. Mais à Tangandji et le régime Biya semble absolument cette fois-ci lui mettre les bâtons dans les roues. Annoncé à Ezeka pour la dédicace de son livre, Cabral Libby a dû transpirer puisqu'il a vu le sous-préfet interdire sa réunion ou alors sa séance de dédicace, mais aussi il devait parler, alors s'adresser aux populations, à ses électeurs. Au moment où nous étions en train de dire attention, qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir faire à Cabral Libby, subitement le préfet, sur un coup de baguette magique, a changé la décision de Cabral Libby. La décision qui interdisait plutôt la réunion de Cabral Libby. Et quelques heures seulement après, sans savoir s'il y a eu un recours, puisque le seul recours, c'était d'aller auprès du tribunal de grande instance, Cabral Libby a été autorisé d'organiser sa manifestation. Oui, c'est une manifestation. Parce que c'est dans un endroit public et non dans un endroit privé. Ce qui est encore extraordinaire, c'est que Cabral Libby, qui est pourtant opposant et qui représente, selon certains, l'espoir de la jeunesse, non seulement peut être martyrisé, mais en même temps, on dirait que le régime est tendre envers lui. Puisque non seulement le préfet qui le fait, qui lui permet d'organiser sa manifestation, alors qu'on sait que lorsque Maurice Kamto voulait organiser sa dédicace à Douala, eh bien, il a été interdit de sortir de l'hôtel et il a été conduit manu militari hors des frontières du littoral en lui disant de ne plus y mettre pied. Mais Cabral Libby, lui, il est autorisé. Il est autorisé. Pourquoi cette faveur? Qui a décidé de ça? Qui a eu à influencer la décision du préfet en plein week-end, quand l'administration n'est même pas ouverte? Mais ce qui est encore beaucoup plus curieux, c'est que dans la vidéo que je vais vous présenter, on se rend compte que en pleine cérémonie du RDPC, les militants du PCRN sont directement phagocytés, ou plutôt changent de parti. Ils vont aisément, ils ont réussi à sauter du PCRN pour aller au RDPC. Y a-t-il une transversalité? Y a-t-il une connexion entre le RDPC et le PCRN? Est-on tout simplement en train de nous fermer les yeux ou de nous amener dans une histoire que nous ne maîtrisons pas? Le PCRN et le RDPC sont-ils ennemis ou amis? Jouent-ils franc jeu? On écoute d'abord.
Voici Cabral à qui on empêche. Là, c'est un policier qui est là, ou bien c'est un officier de police. Nous avons opposé aucune résistance dans ce pays. Donc, ce n'est pas nous. Tout ce que nous on a dit. Si on permet le portail, il ne veut pas avoir la montagne. Vous avez empêché les gens moi, je vais quand même continuer à parler. Je préfère vous dire que je vais continuer à parler. J'ai prévu de m'adresser. On ne va pas fermer votre bouche. Voilà. Ou bien vous continuez. Si vous nous aviez laissé là depuis 5 minutes, on aurait parlé à ces populations. Vous avez empêché de sortir. Si vous voulez parler de réglementation, vous voulez qu'on ait un débat de réglementation? Ok, suivez donc très bien. Non, mais je vais vous dire. D'abord, aucune loi au Cameroun n'autorise l'interdiction d'une rue. Selon la aucune. Je suis un député de la nation. Qu'est-ce que c'est? Moi, je veux bien que dans un pays d'équilibre, on voit que l'exécutif interdise le travail législatif. Peut-être vous ne le savez pas, l'une des missions d'un député, c'est de rendre compte à sa base de ce qui se fait à l'Assemblée nationale. C'est même une obligation constitutionnelle. Donc vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Maintenant, nous ne voulons pas nous lancer dans des tiraillements parce qu'à la vérité, mon officier, vous vous offrez un spectacle pour rien. Ce n'est pas vous le problème. J'ai rien contre vous. Je ne lutte pas avec vous contre vous. Je ne suis pas là pour m'opposer aux forces de tiraillement avec les forces de défense et de sécurité. C'est avec les donneurs d'ordre que j'échange sur ces questions. Donc vous et moi, on ne parle pas de réglementation. Donc je vous prie par respect pour les réglementations de ce pays. Vous et moi, on n'est pas dans un débat de réglementation. Donc moi, je me suis levé là pour dire à ces populations que nous sommes venus pour les remercier. L'autorité administrative demande... Et vous dites non à un député. Vous êtes même qui pour dire non à un député? Moi, si vous comprenez, ils ont qui pour dire non à un député. Au-delà d'une simple célébration de l'an 40 dans la section RDPC Océan Sud Maritime à Campo, où président Léopold Gustave Ngani représentant le délégué permanent de l'océan, l'on a assisté à un événement historique qui y apporte une touche particulière. Le PCRN ferme les portes. Certains d'entre nous avaient quitté le bateau pour d'autres partis politiques et aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont décidé de regagner la maison. Donc à Campo aujourd'hui, c'est une fête familiale, une fête de rassemblement, une fête de la solidarité, parce que les frères qui étaient partis nous ont rejoints. Plus d'une soixantaine de militants claquent la porte et rejoignent le Parti du Renouveau pour diverses raisons que souligne l'ancien représentant. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale s'est dilu dans les rangs du RDPC à Campo. Au regard de la vague des démissions annoncées, c'est donc une affaire à suivre. Une affaire à suivre et une affaire surtout très importante. La fin des travaux, les signataires. J'ai comme l'impression que beaucoup se sont même détenus. Vous n'avez pas reconnu certaines signatures là. Comment vous pouvez être à la fin d'un boulot? Vous avez participé au début et à la fin vous ne signez pas. J'ai vu par exemple le leader du PCRN qui est mon frère. Il n'a même pas pu signer. Ça veut dire qu'il s'est désigné de toute responsabilité de cette affaire. Je ne sais pas qui a signé à sa place. Et la personne qui a signé à sa place, même pas mis par ordre, ni je ne sais pas trop.
Donc c'est compliqué ça. Pour cela, j'ai vu que, comme d'habitude, mon frère Cabral, il a encore fait un pied de nez et il les a trahis encore à nouveau. Parce que je me demande bien comment ils ont fait pour l'appeler. Quelqu'un qui a refusé de s'allier à Maurice Kamto parce qu'il était payé justement par le gouvernement pour ne pas faire la force de l'opposition. Comment est-ce que subitement il peut croire qu'en invitant à cette affaire-là de proposition de modification du code électoral, il va aller suivre jusqu'à la fin. La conséquence, c'est qu'au document final, il n'a même pas été là, il n'a même pas signé. Il s'est fait représenter puisque j'ai vu sa signature, que je connais un peu, c'était pas sa signature. Voilà encore une autre trahison. Bon. Alors, la vidéo des militants du PCRN, en ce moment crucial, alors que nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle, ils disaient qu'ils regagnent la maison. Leur maison, donc, c'était l'ORDPC. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de ce que Cabral Libi lui-même avait dit, qu'il préfère dealer avec le RDPC qu'avec l'opposition? Et si ces militants maintenant reprenaient seulement le chemin du RDPC, il va donc se retrouver dans quelle situation? En réalité, l'opposition camerounaise a toujours eu ce problème où chacun a un pied devant et un pied derrière. Le jour, on est avec les opposants. Et la nuit, on est avec les dirigeants. Et on ne sait plus sur quel pied danser. Mais cependant, également, on pourrait féliciter les forces de sécurité qui n'ont pas utilisé la force. On pourrait féliciter, bien évidemment, l'administration camerounaise qui a reconnu son erreur en autorisant Cabral Libi, dont c'est le droit d'organiser sa manifestation. Les manifestations sont reconnues dans la Constitution. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Et au-delà de ça, la loi protège les députés. Mais cependant, lorsqu'on voit parfois les forces de sécurité arriver, et d'ailleurs la dernière fois Cabral Libi chantait très très bien avec les membres des forces de sécurité, et c'était bien, de toutes les façons. Lorsqu'on est appelé à diriger un pays, il faut bien s'entendre aussi avec les forces de sécurité. Mais cependant, on constate que c'est deux poids, deux mesures. Si c'était les militants du MRC, ils seraient déjà condamnés. Ils auraient été fouettés. Ils seraient traduits au tribunal militaire. Mais là, Cabral Libi et ses militants n'ont pas été inquiétés. Pas du tout inquiétés. Vive la démocratie. N'est-ce pas aussi une façon peut-être de dire que le Cameroun est un État démocratique? Et là, ce sera très dangereux. Parce qu'on sait que les libertés ne sont pas aussi un acquis comme on peut le voir actuellement. On sait que la justice n'est jamais juste. Cabral Libi a eu à porter son affaire en justice face à Robert Kona. Il a réussi à remporter le procès. Par contre, d'autres opposants, ils peuvent porter plainte tous les jours. Je parle du MRC. On prend seulement le dossier, on met dans les tiroirs. Ce policier qui est venu, ou plutôt un officier, pour se filmer devant Cabral Libi, pour s'exhiber, pour dire qu'il veut interdire à Cabral Libi de parler. Était-il dans le théâtre? Était-il dans le cinéma? Ou était-il vraiment sincère? Parce qu'il faut quand même se dire que quand on est officier, on connaît la loi. Et il sait très bien qu'il ne pouvait pas aller s'attaquer à un député
encore dans une concession privée. Qu'est-ce qu'il voulait donc démontrer? Puisque finalement, il n'a pas réussi ce qu'il était en train de vouloir faire. Ce n'est qu'une image qui a été montrée. Peut-être que la police est gentille, peut-être que Cabral Libye est très fort. La constitution du Cameroun donne ce que l'on appelle les atouts, les attributs d'inviolabilité aux députés. Et même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et même 2 articles du Code pénal. Un officier apprend cela pendant sa formation. Comment il s'est retrouvé là-bas? Article 22, je lis. Les membres du Parlement jouissent de l'inviolabilité. Ils ne peuvent être poursuivis, arrêtés ou détenus sans l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. Mais l'officier qui va se filmer là, il a obtenu l'autorisation de quel Sénat? De quel Parlement? Il arrive comme ça devant un député, lui dit tais-toi, allez, je vais te... Mais attends. La loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant statut de député dit ceci dans son article 12. Je cite. Les députés jouissent de l'inviolabilité de leur domicile, de leur véhicule et de leur papier. Dernièrement même, on a vu un policier faire descendre Cabral Libye, se faire filmer, qu'il était en train de contrôler ou ses papiers ou son véhicule, je ne sais pas. Peut-être que ces policiers vraiment ne connaissent pas le droit. Le Code pénal, puisque j'en ai parlé, article 153, dit ceci, je cite. Les députés et les sénateurs jouissent de l'inviolabilité. Toute personne qui aura porté atteinte à cette inviolabilité sera punie d'un emprisonnement de 5 ans. C'est-à-dire que vous soyez gendarme, policier, militaire, vous portez atteinte à l'inviolabilité d'un député, vous avez 5 ans de prison. Donc les gens qui pratiquent le code pénal là, ne connaissent pas ça. Bon, continuons. Je vais prendre un autre article du code pénal. C'est quoi? Article 164. Ouais. Code pénal, article 164. Il dit ceci. Tout agent de l'État qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet un acte illégal sur l'ordre d'un supérieur hiérarchique, engage sa responsabilité pénale, à moins qu'il ne prouve qu'il a agi sous la contrainte ou dans l'impossibilité de refuser d'obéir. Alors, je lis tous ces articles pour dire que ces gens qui se sont présentés, et d'ailleurs on a vu qu'un seul officier, on ne sait pas si les autres étaient là, mais c'est un seul qui est là, qui se filme, qui machin ne sort pas, et tout, il n'y a pas de mamie ouata, il n'y a rien. Il se retrouve au milieu de la foule qui lui dit, oh, tais-toi, hein, tu es qui, tu es ceci et cela. Ah, vous pouvez faire ça à la police au Cameroun. Yeah! La bastonnade de ça. On a vu comment est-ce que les hommes en tenue marchaient sur un avocat. Ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté dans le véhicule. Ils ont commencé à marcher sur lui. Un avocat. Mais les autres qui étaient à côté de Cabral Libye, qui parlaient là, ils ne jouissent pas d'immunité, ni d'inviolabilité. Mais ils parlaient quand même fort devant les forces de sécurité. Personne n'a été arrêté. Alors que Fogué, professeur Fogué, il n'a même pas parlé fort devant un gendarme ni un policier.
Bibou Nissak, lui, il était même seulement chez lui. On est parti le ramasser là-bas. On a dit que va seulement à Kondingi, tribunal militaire. Nous espérons donc que la police camerounaise, les forces de défense et aussi les préfets et sous-préfets seront aussi compréhensifs envers le MRC, comme ils le sont envers le PCRL. Nous osons espérer que les manifestations du MRC ne seront pas interdites et qu'on ne va pas jeter les militants en prison. Parce qu'on a vu les militants du PCRL qui peuvent sortir quand ils veulent, mais ne sont jamais jetés en prison. Nous voulons juste que les lois soient égales pour tout le monde. Et nous voulons également voir Cabral Libye condamner les abus contre les autres opposants. Parce que chaque fois qu'il est en difficulté, les opposants y mettent de la solidarité, revendiquent ses droits, mais ce qui, parfois, est loin d'être le combat de Cabral Libye, qui d'ailleurs, lors de la dernière élection, pendant qu'on était en train de bagarrer devant le Conseil constitutionnel, Cabral Libye, lui, il avait préféré aller se reposer aux États-Unis. Que c'est joli de vous lire ce que Cabral Libye a écrit. Quel renversement de situation. De voir que Cabral Libye, comme David a renversé Goliath, et tous les soldats sont entrés dans la caserne. Maman, voilà ce qu'il écrit. L'interdiction de réunion a été levée ce matin. Retrouvons-nous tout à l'heure à l'esplanade de l'hôtel de ville des États pour la cérémonie dédicace. Les choses se mettent en place enfin. Maintenant que l'interdiction a été levée par le préfet et que les escouades mixtes de gendarmes et policiers qui assiégeaient les quartiers et les villages, jour et nuit, depuis des jours, pour appeler les populations, sont rentrés dans les casernes. Donc, subitement, vous avez constaté là qu'on a interdit la manifestation en parlant de la dualité à la tête du PCRN. Expliquez-moi. Qu'on a démissionné, ou bien il est mort, ou bien ils ont fait un congrès, ils ont dit que maintenant le PCRN, il n'y a plus de dualité. Notre interpellation est juste pour l'union. Et surtout, nous voulons dire aux opposants, ne perdez pas le temps à vos sympathisants, à vos militants. Jouez franc jeu. Ne faites pas semblant. Ce peuple est souffrant. C'est des enfants qui, longtemps perdus dans le désespoir, voient maintenant l'espoir. Ils voient l'espoir à travers vous.
Vous ne devez pas profiter de leur espoir. Pour devenir des hommes d'affaires, des hommes riches, des hommes qui n'ont plus faim. Vous devez aller jusqu'au sacrifice suprême. Vous devez être des hommes de conviction et non des commerçants comme cette opposition qui a fait de telle sorte que la démobilisation se passe auprès des populations. Aujourd'hui, cette population a réussi à faire de la mobilisation. Ne volez pas leur espoir pour aller vendre ça justement à ceux qui n'ont nourri le peuple qu'avec des illusions. Et ce peuple qui allait de désillusion en désillusion. Non, on a trop vu de pions, d'espions, de morpions, de donjons qui ne venaient que pour des pompons et des millions dans l'opposition. Aujourd'hui, la population a besoin de ceux qui sont décidés à les conduire vers la terre promise et non vers des cimetières de désespoir, de souffrance, de misère.